La cantine de la station spatiale Kepler 7 était sombre et silencieuse. La plupart des extraterrestres venaient s'y adonner et oublier leurs soucis. Dans un coin, un vieil guerrier Zelani, Krextu, était assis. Sa peau bleu-gris était couverte de cicatrices, son bras gauche et sa jambe droite remplacés par des prothèses métalliques. Il regardait fixement son verre de nectar fermenté, perdu dans des souvenirs qu'il souhaitait effacer. Une jeune Zelani, Valara, s'approcha de sa table. Elle portait un appareil d'enregistrement et était journaliste, racontant des histoires de la guerre qui avait cessé il y a 50 ans, la guerre entre l'Empire Zelani et les humains. « Excusez-moi, dit Valara d'une voix douce. Êtes-vous Krextu ?» Le vétéran de la 3e flotte d'assaut. Krextu leva les yeux, fatigué. « Allez-vous-en, jeune. Je n'ai rien à dire sur la guerre. »« S'il vous plaît. » Valara s'assit sans autorisation. « La galaxie a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comment le puissant empire Zelani a-t-il perdu face à une espèce qui venait à peine de quitter son système solaire ?» Krextu rit, mais sans joie. « Vous pensez que nous avons perdu parce qu'ils disposaient d'armes ou de vaisseaux meilleurs? Vous ne savez rien. » Sur l'écran mural de la cantine, un bulletin d'information montrait des vaisseaux humains se dirigeant vers un autre système stellaire. Le présentateur parlait de l'expansion humaine et de ses missions pacifiques. La main de Krextu se serra autour de son verre. « Ils s'étendent toujours, » murmura-t-il. « Ils continuent à aller vers de nouvelles planètes. Qu'est-ce qui vous effraie à leur sujet ?» demanda Valara, allumant son enregistreur. Krextu resta silencieux un long moment. Puis il commença à parler. « J'étais jeune au début de la guerre, fort et fier, comme tous les guerriers Zelani. Nos généraux nous ont dit que les humains étaient faibles. Ils disaient que les humains étaient des créatures sensibles qui ne connaissaient rien à la vraie guerre. Nous les avons crus. » Il prit une gorgée et continua. « Ma première bataille a eu lieu sur Arcturus III. On supposait que ce serait facile. Les humains possédaient une petite colonie minière, peut-être 3000 personnes. Nos renseignements indiquaient qu'ils n'avaient pas de force militaire, que ce n'étaient que des mineurs, des civils et leurs familles. » Valara se pencha en avant. « Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus avec une flotte de combat complète, 12 vaisseaux de guerre contre une colonie minière. Nous nous attendions à une reddition immédiate. Au lieu de cela, ils ont combattu. » La voix de Krextu devint plus calme, mais pas comme n'importe quel ennemi que nous avions affronté auparavant. Les yeux de l'ancien guerrier semblaient fixés sur quelque chose qu'il seul pouvait voir. La colonie avait un officier militaire nommé Jake Morrison, seulement un lieutenant responsable de la sécurité. Quand nos forces sont débarquées, nous nous attendions à ce qu'il se cache ou s'enfuit. Au lieu de cela, il a transformé l'ensemble de la colonie en une arme. « Comment ?» demanda Valara. Les humains ont utilisé leur matériel de forage pour fabriquer des bombes. Ils ont utilisé des lasers industriels comme armes. Ils ont inondé les puits de mines pour piéger nos troupes. Morrison et ses hommes, dont une sergente nommée Lisa Kane, ont disparu dans les tunnels souterrains comme des fantômes. Krextu secoua la tête. Nous avions étudié les tactiques militaires humaines pendant des mois avant l'invasion. Nous connaissions leurs armées, leurs armes, leurs procédures standards. Mais ceux-ci n'étaient pas des soldats. Ils étaient des mineurs, des ingénieurs et des agriculteurs. Pourtant, ils se sont battus comme des démons. Certainement. Votre supériorité numérique a gagné en fin de compte. Le nombre ne signifiait rien. La voix de Krextu devint amère. Ils ont utilisé les mines comme un labyrinthe. Nos soldats entrent dans un tunnel et ne ressortent jamais. Les humains avaient placé des explosifs partout. Ils connaissaient chaque passage, chaque cachette. Le vétéran fit une pause pour boire de nouveau. Le 3e jour, mon escadron a été envoyé pour nettoyer la centrale de traitement principale. Elle semblait vide, trop silencieuse. Mon chef d'escadron, Vexar, était le meilleur guerrier de notre unité. Il avait combattu dans une 12aine de campagnes. Qu'est-il arrivé à lui? Un humain est apparu de nulle part. Un seul humain, avec un laser de forage, pas même une véritable arme. Vexar portait une armure de combat complète et un fusil à plasma. L'humain portait des vêtements de travail et un outil. La voix de Krextu se mit à murmurer. L'humain bougeait comme l'eau, rapidement, en douceur, impossible à prévoir. Vexar tira coup sur coup, mais l'humain n'était jamais là où les coups arrivaient. Puis, le laser de forage a touché Vexar au torse. Il a traversé son armure comme si c'était du papier.
Un seul humain a tué votre chef d'escadron. Ce n'était pas le pire. Krextu regarda directement Valara. Alors que Vexar était à ses derniers moments, l'humain s'est agenouillé à côté de lui et lui a parlé dans notre langage Zélani parfait. Il a dit à mon chef d'escadron qu'il était désolé que cela devait se produire, qu'il a fermé les yeux de Vexar et récité une prière selon notre tradition religieuse. Valara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment connaissait-il notre langue, nos coutumes? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que Jake Morrison avait étudié la culture Zélani pendant des années. Pas pour des raisons militaires, il était simplement curieux des autres espèces. De nombreux humains étaient comme ça. Ils en apprenaient sur les extraterrestres car ils les trouvaient intéressants. La main de l'ancien guerrier trembla légèrement. Pouvez-vous imaginer combattre quelqu'un qui connaît vos prières, qui parle à vos camarades mourants avec respect et tristesse? Nous étions venus pour les conquérir, et ils nous ont traités comme des ennemis honorés. Mais vous aviez une technologie supérieure. La technologie ne signifie rien lorsque votre ennemi pense différemment de vous. La voix de Krextu devint plus forte. Nous avions des règles sur la guerre, des codes d'honneur, des tactiques appropriées. Les humains n'avaient pas de telles règles. Ils improvisaient constamment. Que voulez-vous dire? Lisa Kane a transformé le système hydraulique de la colonie en une arme. Elle a inondé des sections entières pour forcer nos troupes dans des zones de combat. Elle a utilisé les robots miniers pour transporter des explosifs. Elle a même entraîné les enfants de la colonie à faire passer des messages à travers des conduits d'aération trop petits pour les guerriers Zélani. Krextu regarda à nouveau le bulletin d'information. Nous nous attendions à ce qu'ils combattent comme nous combattons, en rangée, en utilisant des formations standards, en suivant les procédures militaires. Au lieu de cela, ils se sont battus comme si l'ensemble de la colonie était leur corps et qu'ils étaient son cerveau. Combien de temps la bataille a-t-elle duré? 2 semaines. 2 semaines pour que 3000 humains retiennent toute notre force d'assaut. Lorsque nous avons finalement pris la colonie, la plupart des humains avaient déjà fui par des tunnels secrets. Ils avaient d'abord évacué leurs blessés et leurs personnes âgées, puis leurs enfants. Les derniers à partir étaient les combattants. Valara prenait des notes aussi vite qu'elle pouvait. Que sont devenus Morrison et Kane? Nous ne les avons jamais attrapés. Ils ont disparu dans la ceinture d'astéroïdes avec la plupart des colons. Plus tard, nous avons appris qu'ils avaient établi une nouvelle base sur une autre planète. Morrison est devenu général, Kane est devenu amiral. Ils ont enseigné à d'autres humains comment se battre comme eux. La cantine était devenue plus silencieuse. D'autres clients écoutaient l'histoire de Krextu. Ce n'était que le début, dit l'ancien guerrier. Arcturus III nous a appris que les humains étaient dangereux. Mais nous ne savions pas à quel point ils étaient réellement dangereux. Valara regarda son enregistreur. Voulez-vous me raconter davantage? Krextu termina sa boisson et fit signe pour une autre. Oui, vous devez comprendre. La galaxie doit comprendre. Les humains ne sont pas comme nous. Ils ne sont comme personne. La deuxième boisson de Krextu arriva et ses mains tremblaient davantage maintenant. Valara remarqua, mais ne dit rien. L'ancien guerrier prit une gorgée et continua son histoire. Après Arcturus III, nos commandants étaient en colère, mais pas inquiets. Une colonie s'était bien battue, mais cela ne signifiait pas que tous les humains pouvaient se battre ainsi. Nous pensions que Morrison et Kane étaient inhabituels, des cas spéciaux. La voix du vétéran devint plus sombre. Nous avions tort. Chaque humain était comme eux, chacun d'eux. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Valara. Mon unité a été affectée à la flotte de frappe rapide. Notre mission était de frapper les colonies humaines avant qu'elles ne puissent préparer leur défense. Des attaques rapides, une force écrasante. Pas le temps pour les humains de s'organiser. Krextu rit d'un rire amer. Nous avons frappé 6 colonies en 2 semaines. Chaque bataille était la même. Les humains se sont battus comme des démons, utilisant chaque astuce et stratégie que nous n'avions jamais vue auparavant. Mais nous avions un nombre et une puissance de feu supérieurs. Nous avons gagné chaque bataille. Mais pourquoi vous sentez-vous vaincu? Parce que gagner les batailles ne signifiait rien. Chaque fois que nous conquérions une colonie, la plupart des humains s'échappaient. Ils avaient toujours des plans d'évasion, des vaisseaux secrets cachés dans des champs d'astéroïdes, des bunkers souterrains que nous n'avions jamais trouvés, des routes d'évacuation dans l'espace dangereux que seuls eux savaient naviguer. L'ancien guerrier Zélani fixa son verre. Pire encore, ils nous suivaient. Ils vous ont suivis. Après chaque bataille,
Nous retournions à notre base dans le nébuleuse Kepler. Elle devait être secrète, cachée dans un nuage de gaz où les capteurs ne fonctionnaient pas correctement. Nous nous sentions en sécurité là-bas. La voix de Christus s'estompa presque jusqu'à un murmure. Puis un jour, des vaisseaux humains sont apparus. Valara sentit sa respiration s'accélérer. Combien de vaisseaux? 3. Seulement 3 vaisseaux humains contre toute notre base de la flotte. Nous avions 40 vaisseaux de guerre et des milliers de personnels. Les humains avaient 3 transporteurs de marchandises modifiés. Que firent-ils? Rien au début. Ils restèrent simplement là, en dehors de la nébuleuse. Assez près pour que nous puissions les voir sur nos capteurs, mais suffisamment loin pour que nos armes ne puissent pas les atteindre. Krextu prit une autre gorgée. Les navires étaient dirigés par le capitaine Ryan Walsh et le commandant Amy Foster. Nous avons intercepté leur communication. Ils ne cachaient même pas leur présence. Ils diffusaient sur des canaux ouverts, se parlant de la disposition de notre base, de la position de nos navires, de nos horaires de patrouille. Comment le savaient-ils? Nous nous posions la même question. Plus tard, nous avons appris que les humains nous observaient depuis des semaines. Ils avaient utilisé de minuscules drones espions, si petits que nos capteurs ne pouvaient pas les détecter. Pendant que nous pensions être en sécurité et cachés, les humains avaient étudié tout ce que nous faisions. Le visage cicatrisé du vétéran exprimait une vieille souffrance. L'amiral Coron a ordonné à une force de frappe de détruire les vaisseaux humains. 12 de nos vaisseaux d'attaque les plus rapides se sont lancés à leur poursuite. Sont-ils échappés? Non. La voix de Krextu était plate. Ils n'ont même pas essayé de s'échapper. Au lieu de cela, ils se sont séparés et ont entraîné nos navires dans une chasse à travers la nébuleuse. Valara se pencha en avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les humains connaissaient mieux la nébuleuse que nous. Ils avaient cartographié chaque poche de gaz, chaque tempête électromagnétique, chaque danger de navigation. Walsh a emmené 4 de nos navires dans un puits de gravité que nous ne connaissions pas. Ils ont été écrasés avant de pouvoir s'échapper. L'amiral Foster guida les 8 autres navires à travers une tempête d'ions qui endommagea leur système électronique. Elle utilisa ensuite une forme d'arme magnétique pour déchirer leur coque. Les 8 vaisseaux furent détruits. Un silence pesant s'installa chez Kexu. Mais ce ne fut pas le pire. Le plus terrible fut l'attaque directe de la 3e navette humaine, commandée par Tony Martinez, sur notre base. Un seul transporteur de fret contre notre réseau de défense. Le regard du vieux guerrier s'éloigna. Martinez avait chargé son navire explosif, le transformant en missile guidé. Il fonça droit sur notre centre de commandement, ignorant toutes les armes que nous lui lancions. Il se suicida, ou presque. À la dernière seconde, il s'éjecta dans une capsule d'évasion. Son navire vide s'écrasa sur notre réacteur principal, détruisant la moitié de la base. Avant de s'éjecter, il diffusa un message à toute la flotte. Quel message? Il s'excusa des dégâts, mais affirma que les humains continueraient leurs attaques tant que nous n'arrêterions pas d'envahir leur colonie. Il déclara que l'ordinateur de son vaisseau contenait des cartes détaillées de 17 autres bases Zélani et que des copies avaient été envoyées au commandement humain. Valara arrêta d'écrire. Il connaissait aussi les emplacements de nos autres bases, toutes. Chaque base secrète, chaque entrepôt logistique, chaque installation cachée que nous pensions sûre. Pendant que nous combattions leur colonie, les humains avaient exploré notre espace, cartographié nos positions, appris nos secrets. Krexu termina rapidement sa boisson. Ce soir-là, l'amiral Corin reçut une communication de l'amiral humain Patricia Woods. Elle proposa un échange de prisonniers. Nous avions capturé des humains lors de nos raids. Elle avait capturé des nôtres également. Avez-vous effectué l'échange? Oui, mais cela fut étrange. La voix du vétéran devint hésitante. Nous nous sommes rencontrés sur un astéroïde neutre. À leur retour, nos hommes étaient confus et apeurés. Apeurés par quoi? Les humains les avaient traités avec gentillesse, trop gentillesse peut-être. Nos guerriers capturés avaient reçu de la nourriture abondante, des soins médicaux et des quartiers confortables. Certains avaient appris des jeux et des langues humaines. Quelques-uns s'étaient liés d'amitié avec leurs gardes humains. La voix de Krexu se fit plus douce. Mon ami Théor était parmi les prisonniers. À son retour, il ne parla pas pendant plusieurs jours. Finalement, il me raconta ce qui s'était passé. Quoi?
Les humains lui posaient des questions, mais pas sur les secrets militaires. Ils voulaient en savoir plus sur la culture zélanie, notre musique, notre art, notre philosophie. Ils semblaient sincèrement intéressés à nous apprendre. Le vieux guerrier secoua la tête. Théor affirma qu'une scientifique humaine, le docteur Karen White, avait passé des heures à discuter avec lui de mathématiques zélanie. Elle travaillait sur un projet de recherche et croyait que nos systèmes numériques pourraient aider à résoudre ces équations. Cela semble inoffensif, c'est ce qui a rendu la situation terrifiante. La voix de Krexou devint acerbe. Le docteur White ne cherchait pas d'informations militaires. Elle voulait sincèrement apprendre de Théor. Elle le traitait comme un collègue, pas un ennemi. Valara était perdue. Pourquoi était-ce effrayant? Parce que cela signifiait que les humains nous voyaient comme des êtres humains, et non comme des cibles. Ils étaient curieux de nous, même en temps de guerre. Ils voulaient nous comprendre. Kexou demande une autre boisson. Le plus terrible fut ce qui se produisit lorsque l'échange fut terminé. L'amiral Woods s'approcha directement de l'amiral Corin. Que lui dit-elle? Elle lui demanda pourquoi nous étions en guerre. Pas avec colère. Elle semblait sincèrement confuse. Elle dit que les humains seraient heureux de partager des systèmes stellaires et des ressources si nous parlions plutôt que d'attaquer. La voix du vétéran se fit plus basse. Corin n'avait pas de réponse. Notre empire s'était toujours développé par la conquête. C'était la seule voie que nous connaissions. L'idée de partager l'espace avec une autre espèce nous était totalement étrangère. Qu'advint-il ensuite? L'amiral Woods remit à Corinne une puce de données. Elle expliqua qu'elle contenait des cartes stellaires montrant des systèmes vides et riches en ressources, que les humains avaient explorés, mais qu'ils n'utilisaient pas. Elle offrait de les partager gratuitement si nous mettions fin à la guerre. Krexou fixa le vide. Cette nuit-là, la moitié de notre flotte déserta. Ils avaient entendu l'offre de Woods et décidé de ne pas participer à la lutte contre des gens qui donnaient des systèmes stellaires gratuitement. La guerre continua, oui, mais tout avait changé. Nous ne luttions plus pour la conquête. Nous luttions parce que nous ne savions pas comment arrêter. Et les humains nous suivaient, toujours une étape en avance, toujours sachant où nous allions. La cantine était maintenant silencieuse. Tout le monde écoutait l'histoire de Kixtu. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Le vieux guerrier dit, les humains n'étaient pas de bons combattants. Ils étaient quelque chose de totalement différent. Quelque chose que nous n'avions jamais rencontré auparavant. Valara regarda son enregistreur. Quelque chose comme quoi? Krexou rencontra son regard. Quelque chose qui nous a fait remettre en question tout ce que nous croyions concernant la guerre, la conquête et ce que signifie être ennemi. La troisième boisson de Krexou restait intacte, tandis qu'il fixait le mur de la cantine. Les autres clients s'étaient rapprochés, formant un petit cercle autour de sa table. Même le barman avait arrêté son travail pour écouter. La guerre a changé après l'incident du nébuleuse, dit lentement Krextu. Notre commandement supérieur a réalisé que les humains étaient plus dangereux que nous ne le pensions. Ils ont décidé de mettre fin au conflit rapidement, avec une attaque massive. Valara ajusta son enregistreur. Quelle était la cible? Prime, notre planète natale. La voix du vieil homme était lourde d'une honte ancienne. Les humains n'avaient jamais attaqué de cibles civiles. Ils se concentraient toujours sur les installations militaires. Nos dirigeants pensaient cela signifiait qu'ils étaient faibles, peureux de prendre des décisions difficiles. Alors ils ont utilisé votre planète natale comme appât. Exactement. Le commandement supérieur a déplacé l'ensemble de notre flotte restante pour défendre les colonies humaines, laissant Prime avec une protection minimale. Il voulait forcer les humains à attaquer directement notre peuple. Krexou prit finalement sa boisson, mais ne la but pas. Le plan était de montrer à la galaxie que les humains n'étaient pas meilleurs que n'importe quel autre conquérant. Quand ils ont bombardé nos villes et tué nos civils, d'autres espèces les auraient perçus comme les monstres que nous pensions qu'ils étaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, la voix du vétéran était à peine audible. Le général Alex Rivera a dirigé la force d'attaque humaine. Au lieu de bombarder de l'orbite, ils ont envoyé des troupes au sol pour évacuer les civils en priorité. La cantine était maintenant silencieuse. Plusieurs extraterrestres avaient posé leur boisson pour écouter. J'étais stationné dans la capitale lorsque les humains sont arrivés. Nous attendions un bombardement orbital, une destruction massive, la fin de notre civilisation. Au lieu de cela,
Des vaisseaux de transport humains se sont posés dans les parcs et les places publiques, et des soldats sont sortis avec du matériel médical et de la nourriture. Le stylet d'écriture de Barara s'était arrêté. Ils aidaient votre peuple. Un médecin humain nommé Kate Sullivan a mis en place des postes médicaux pour traiter les civils blessés. Des soldats, comme le sergent Mike Torres et le caporal Jenny Davis, sont allés de porte en porte, aidant les Elani âgés à évacuer vers des zones sûres. La voix de Kratou s'est fêlée légèrement. Torres parlait un Zelani parfait. Quand il a aidé mon vieux voisin à monter sur un vaisseau d'évacuation, il a utilisé les termes de respect formels que même les jeunes Zélanes oublient souvent. Il l'a appelée « grand-mère honorée » et a demandé sa permission avant de toucher son bras pour la guider. Comment connaissait-il si bien vos coutumes? C'est ce qui nous a terrifiés. Ces humains avaient étudié notre culture si profondément qu'ils comprenaient nos traditions mieux que la plupart de nos propres jeunes. Ils savaient quels aliments manger, comment adresser les différentes classes sociales, voire nos pratiques religieuses. Le vieux guerrier prit une petite gorgée de sa boisson. J'étais dans l'unité de défense, en essayant d'arrêter l'avancée humaine. Mais il était impossible de les combattre efficacement parce qu'ils protégeaient nos civils mieux que nous. Que voulez-vous dire? Lorsque nous avons essayé de mettre en place des positions défensives dans les zones résidentielles, les humains ne tiraient pas sur nous si des civils étaient à proximité. Au lieu de cela, ils attendaient la tombée de la nuit et, d'une manière ou d'une autre, convainquaient les civils de partir volontairement. Krexou secoua la tête avec stupéfaction. Jenny Davis a passé 3 heures à parler à une famille cachée dans leur sous-sol. Elle a conversé avec les enfants en Zelani parfait, racontant des histoires sur des enfants humains de leur âge. Le matin, la famille avait décidé d'évacuer par leurs propres moyens. Avez-vous combattu les humains directement? Oui. Pendant la bataille du quartier gouvernemental, mon unité reçut l'ordre de tenir la place centrale. Les forces du général Ria avançaient de 3 directions. Le bras cybernétique du vétéran se contracta légèrement. J'étais posté derrière une barrière lorsque l'attaque a commencé. Mais au lieu d'avancer avec les armes, les humains ont fait quelque chose d'impossible. Quoi? Ils ont utilisé nos propres tactiques militaires contre nous. Formation zélanique parfaite. Ordre donné en Zélanie militaire impeccable. Même nos codes d'honneur traditionnels pour la guerre urbaine. Valar a senti un frisson. Ils se battaient comme des guerriers zélans. Mieux que les guerriers zélans. Mike Torres s'est déplacé dans notre ville comme s'il y avait vécu toute sa vie. Il connaissait des raccourcis dans les bâtiments que je n'avais jamais vus auparavant. Jenny Davis comprenait si bien notre position défensive qu'elle évitait tous les pièges que nous avions mis en place. La voix de Trexou devint plus douce. Mais le plus terrible fut quand je fus blessé. Que s'est-il passé? Une grenade humaine explosa près de ma position. Des éclats me traversèrent le bras et la jambe. Je saignais abondamment. J'étais probablement mourant. Ma propre unité s'était retirée, me laissant derrière. Le vieil homme regarda ses membres cybernétiques. J'attendais de mourir seul sur cette place. Au lieu de cela, un infirmier humain est apparu. Un de leurs soldats. Son nom était Tony Garcia. Il était infirmier de combat dans l'unité de Rivera. Quand il m'a trouvé, j'étais à peine conscient et perdais du sang rapidement. La voix de Krexprou devint très douce. Garcia aurait pu me laisser mourir. J'étais un soldat ennemi dans une zone de combat active. M'aider mettait sa propre vie en danger. Mais il m'a aidé quand même. Il m'a traîné sous couvert d'un feu nourri. Puis il a travaillé sur mes blessures pendant près d'1 heure, tandis que la bataille continuait autour de nous. Il a utilisé des techniques médicales humaines avancées pour me sauver la vie. Le vétéran fit une pause, les yeux perdus dans le lointain. Tandis qu'il travaillait, Garcia m'a parlé en Zélani. Il me parle de sa famille sur Terre. Son épouse était enseignante. Sa fille apprenait à jouer d'un instrument musical semblable à notre harpe traditionnelle. Il me racontait sa famille pendant qu'il soignait mes blessures. Ce n'était pas le pire. La voix de Krexou se fit à peine un murmure. Pendant que Garcia pansait ma jambe, le feu ennemi frappa sa position. Un tireur d'élite Zélani l'avait ciblé. Valara sentit sa respiration s'accélérer. Que s'était-il passé?
Garcia avait été atteint à l'épaule, mais il n'avait pas arrêté de me soigner. Il continuait à parler, le racontant les leçons de musique de sa fille, les élèves de son épouse, leurs projets de visite des colonies Santori une fois la guerre terminée. Il avait été touché alors qu'il sauvait ma vie. Oui, et lorsqu'il eut terminé de me soigner, il demanda une équipe d'évacuation humaine pour me mettre en sécurité. Puis il retourna aider d'autres soldats blessés, humains et Zelani. Krexou regarda Valara droit dans les yeux. Plus tard, j'appris que toute la famille de Garcia avait été tuée lors de la première attaque Zelani contre les colonies terrestres. Son épouse, sa fille, tout ce dont il m'avait parlé, étaient morts. La cantine était plongée dans le silence. Plusieurs extraterrestres fixaient Krexou, le visage marqué de choc et de confusion. Il avait sauvé ma vie alors même que j'avais tué sa famille. C'est à ce moment que j'ai compris ce que nous combattions réellement. La voix du vétéran était creuse. Nous ne combattions pas des soldats ou des conquérants. Nous combattions des gens qui pouvaient tout perdre et choisir malgré tout de sauver leurs ennemis. Que s'était-il passé après votre blessure ? Des équipes médicales humaines m'ont évacué vers un hôpital de campagne. J'y ai passé 2 semaines à me rétablir. Pendant tout ce temps, les médecins et infirmières humains m'ont traité exactement au même titre que leurs propres soldats blessés. Krexou termina sa boisson d'une seule gorgée. La docteure Kate Sullivan effectua l'opération qui sauva mon bras. Elle aurait pu facilement l'amputer, mais elle passa 6 heures à reconstruire les tissus endommagés parce qu'elle voulait que je conserve toute la fonctionnalité. Et pour ma jambe, un spécialiste des prothèses humaines, David Kim, conçut ma prothèse cybernétique. Il travailla avec moi pendant des jours pour s'assurer qu'elle fonctionnait parfaitement. Il dit vouloir que je puisse danser au mariage de ma fille. Valara déposa son stylet. « Vous avez une fille ? Vous êtes née après la fin de la guerre. Elle étudie la littérature humaine à l'université de la Nouvelle-Genève. Son amie la plus proche est une jeune humaine nommée Emma Chen. » Le vieux guerrier regarda autour de la cantine. C'est pourquoi j'ai encore des cauchemars. Pas parce que les humains étaient des ennemis cruels, mais parce qu'ils étaient des ennemis impossibles. Comment combattre des gens qui vous traitent mieux que votre propre camp ? La bataille pour Prime a-t-elle mis fin à la guerre ? Non, mais elle a tout changé. Lorsque les récits sur le comportement humain ont atteint d'autres mondes, de nombreuses unités Zelani ont simplement cessé de combattre. Il est devenu impossible de convaincre nos soldats que les humains étaient des monstres lorsqu'ils étaient capturés. Les Zelani étaient traités comme des invités d'honneur. Krexou fit signe pour une autre boisson. La véritable fin est arrivée plus tard, lorsque les humains firent quelque chose que personne ne s'attendait. Quoi ? Ils ont proposé de négocier la paix, mais non pas avec nos dirigeants militaires ou nos représentants gouvernementaux. La voix du vétéran prit un ton particulier. Ils ont demandé à parler directement avec les civils Zelani. Ils souhaitaient entendre les agriculteurs, les enseignants, les artistes et les travailleurs pour savoir quel type de paix ils voulaient. Bellara leva les yeux de ses notes. Ils ont négocié avec des personnes non militaires. C'est alors que nous avons su que nous avions perdu. Non pas parce que nos armées avaient été défaites, mais parce que les humains avaient trouvé le moyen de mettre fin à la guerre, d'une manière qui a permis à chacun de vouloir la paix. Le vieux guerrier regarda sa nouvelle boisson. Et ce ne fut que le début de notre éducation sur ce que les humains étaient vraiment. La cantine s'est remplie de nouveaux clients au fur et à mesure que l'histoire de Krexou se répandait. Des extraterrestres de dizaines d'espèces différentes se sont assis, écoutant attentivement le vieux guerrier Zelani. Certains semblaient effrayés, d'autres confus. Tous étaient totalement captivés par ses paroles. Valara regarda autour d'elle avec nervosité. Peut-être devrions-nous continuer cela dans un endroit plus privé. Krexou secoua la tête. Non, ils doivent entendre cela. La galaxie doit comprendre ce que sont vraiment les humains. Il prit une gorgée de sa boisson et continua. Les négociations de paix ont commencé 6 mois après la bataille de Prime. Notre haut commandement s'attendait à des négociations de reddition militaire traditionnelles. Au lieu de cela, les humains ont envoyé des diplomates civils. Cela semble normal. Rien de tout cela n'était normal. La voix de Krexou prit un ton étrange. Le principal négociateur était l'ambassadeur Karl Brooks. Il est arrivé au pourparlers de paix avec une équipe comprenant Hélène Ross, une spécialiste humaine de la communication interespèce.
Le vétéran fit une pause, regardant sa boisson. Brooks parlait un zélani supérieur parfait. Non seulement la langue commune, mais aussi le dialecte diplomatique formel utilisé uniquement par notre noblesse. Il connaissait des formes grammaticales que la plupart des jeunes zélani n'avaient jamais apprises. Comment était-ce possible? C'est ce qui a terrifié nos négociateurs. Brooks avait d'une manière ou d'une autre appris les structures linguistiques les plus complexes de notre culture, les subtilités culturelles, nos références historiques, lorsqu'il cita des poèmes zélani anciens lors des cérémonies d'ouverture. Même nos propres diplomates ont dû chercher les vers pour les comprendre. Valara arrêta d'écrire. Il connaissait votre poésie mieux que nous. Brooks recita des passages de philosophes qui avaient vécu il y a 3000 ans. Il parlait de mouvements artistiques zélani que nos propres musées avaient oubliés. La main cybernétique de Krexu se serra inconsciemment. Mais Helen Ross était pire. Pire comment? Elle était une psychologue spécialisée dans la compréhension des modes de pensée des différentes espèces. Durant les négociations, elle prédisait exactement comment nos diplomates réagiraient à chaque proposition. La voix du vieux guerrier tomba. Ross savait que les Zélanis discutaient toujours des questions importantes en groupe de 3. Elle savait que nous considérions comme impoli de contredire directement une personne plus âgée. Elle savait que nous prenions des décisions par consensus et non par vote à la majorité. Elle comprenait nos coutumes sociales. Elle les comprenait mieux que la plupart des Zélanis. Ross avait étudié des enregistrements de milliers de conversations Zélanis. Elle pouvait prédire nos schémas de négociation avec une précision parfaite. Krexu prit une autre gorgée. Le 3e jour des pourparlers, Ross fit quelque chose qui choqua tout le monde. Quoi? Elle s'est excusée auprès de notre délégation pour les actions humaines pendant la guerre. Pas une excuse politique, mais une excuse personnelle. Elle parlait de batailles spécifiques, de soldats zélani spécifiques qui étaient morts, de familles spécifiques qui avaient perdu des êtres chers. La voix du vétéran devint calme. Ross connaissait les noms de guerriers zélani qui avaient été tués des années plus tôt. Elle parla de Tekoré, mon ami qui avait été capturé et qui était mort plus tard dans une autre bataille. Elle parla de sa famille, de ses réalisations, de ses rêves pour l'après-guerre. Comment pouvait-elle connaître ces détails personnels? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que les humains avaient surveillé nos communications tout au long de la guerre. Mais ils ne recherchaient pas d'informations militaires. Krexu regarda autour de la cantine. Ils écoutaient nos messages personnels, nos lettres aux familles, nos carnets personnels, nos conversations privées entre amis. Pour des raisons de renseignement, non. Pour nous comprendre en tant que personne. La voix du vétéran était creuse. Ross avait lu des milliers de communications personnelles zélani. Elle connaissait nos espoirs, nos peurs, nos rêves, nos regrets. Valara sentit un frisson la parcourir. C'est terrifiant. Pendant les négociations, Ross mentionnait de petits détails sur des vies zélani individuelles. Elle savait que l'amiral Corinne avait un petit-fils qui voulait devenir artiste. Elle savait que le général Wexler avait écrit des poèmes avant le début de la guerre. La voix de Krextu devint encore plus silencieuse. Elle savait que j'avais prévu de proposer le mariage à ma compagne, Silara, avant le début de la guerre. Elle connaissait votre vie personnelle. Ross m'a mise à l'écart le 4e jour des négociations. Elle m'a dit que Silara m'avait attendu pendant toute la guerre. Elle dit que le renseignement humain avait intercepté des lettres que Silara avait écrites mais jamais envoyées. Des lettres exprimant son amour et son espoir pour mon retour en toute sécurité. Les yeux du vieux guerrier étaient lointains. Ross m'a remis des copies de ces lettres. Elle a dit qu'elle pensait que je devais savoir ce que Silara ressentait, étant donné que la culture zélani rendait difficile aux femmes d'exprimer de telles émotions directement. Un ennemi humain a aidé votre relation amoureuse. Ce n'était pas le pire. La voix de Krexu se brisa légèrement. Ross avait également organisé des examens médicaux humains pour les dossiers médicaux de Silara. Silara avait été blessée lors d'un raid aérien au début de la guerre. Des médecins humains l'avaient soignée sans être priés. Des équipes médicales humaines avaient secrètement soigné des civils blessés zélanis tout au long de la guerre. Elles avaient des hôpitaux mobiles cachés dans des champs d'astéroïdes, dirigés par des médecins et des infirmières bénévoles.
Valara déposa son stylet. Il prodiguait des soins médicaux aux civils ennemis. Le docteur Sam Carter avait soigné les blessures de Silara 3 ans plus tôt. Il avait effectué une intervention chirurgicale pour sauver sa vie, puis a organisé ses soins continus par d'autres équipes médicales humaines. Krasu termina sa boisson rapidement. Ross m'a montré les notes médicales de Carter. Il avait fait des observations détaillées sur la personnalité de Silara, son intelligence, sa force. Il l'avait qualifiée de personne remarquable, qui méritait de survivre à cette guerre et de trouver le bonheur. Un médecin ennemi a écrit cela au sujet de votre compagne. Carter ne m'avait jamais rencontré. Il n'avait aucune idée que Silara était liée à un soldat Zelani. Il pensait simplement qu'elle était une personne qui valait la peine d'être sauvée. La cantine était plongée dans le silence. De nombreux extraterrestres présents avaient arrêté de boire et fixé Krexu avec incrédulité. Les négociations de paix ont duré 2 semaines de plus, dit le vétéran. Mais à ce moment-là, notre délégation n'avait plus la volonté de se battre. Pourquoi ? Parce que les humains avaient démontré quelque chose qui avait détruit notre compréhension de la guerre. Ils avaient montré qu'ils nous voyaient comme des individus, et non seulement comme des ennemis. Krexu regarda Valara droit dans les yeux. L'ambassadeur Brooks connaissait l'histoire personnelle de chaque négociateur Zelani. Helen Ross comprenait mieux notre psychologie culturelle que nos propres spécialistes des sciences sociales. Ils nous ont traités avec respect et dignité, même si nous étions techniquement encore en guerre. Comment la guerre s'est-elle finalement terminée ? Le dernier jour des négociations, Brooks a fait une proposition inattendue. Quelle proposition ? Une autonomie complète de Zelani sur nos territoires existants, plus l'accès à 3 systèmes stellaires inhabités aux ressources précieuses. Une aide humaine complète pour reconstruire les mondes endommagés pendant la guerre. Un transfert gratuit de technologie pour améliorer le niveau de vie de Zelani. Valara leva les yeux de ses notes. Ils ont proposé de nous aider à reconstruire notre empire. Ce n'était pas la partie choquante. La voix de Kraz prit une tonalité étrange. Brooks a déclaré que les humains ne voulaient qu'une chose en retour. Quoi ? Des programmes d'échange culturel. Ils voulaient que des étudiants de Zelani fréquentent les universités humaines et que des étudiants humains étudient sur les mondes de Zelani. Ils souhaitaient des projets de recherche conjoints, des expositions d'art partagées et des missions d'exploration coopérative. Le vieux guerrier secoua la tête. Nos négociateurs ont demandé pourquoi les humains souhaitaient cela. Brooks a dit qu'ils étaient curieux de la science, de l'art, de la philosophie et de la culture de Zelani. Il a dit « Les humains croyaient qu'ils pouvaient apprendre des choses précieuses auprès de nous. Ils voulaient apprendre des personnes avec qui ils avaient combattu. » Helen Ross expliqua que les humains avaient étudié les réalisations de Zelani pendant toute la guerre. Leurs mathématiques, nos ingénieries, nos traditions artistiques. Elle a dit que les scientifiques humains pensent que la coopération entre espèces serait bénéfique pour tous. Krexu fit signe pour une autre boisson. La cérémonie de reddition officielle eut lieu sur une station humaine appelée Point Unité, mais elle ne ressemblait pas à une reddition. Comment se sentait-on ? Comme le début d'une amitié. La voix du vétéran était perplexe. Les officiers humains ont serré la main au commandant de Zelani. Ils ont échangé des cadeaux et partagé des repas. Certains d'entre eux s'étaient affrontés directement quelques mois plus tôt. Comment cela vous a-t-il fait vous sentir ? Confus, effrayé, en colère ? Krexu s'arrêta, curieux. Curieux de quoi ? De quel type de personnes pouvaient combattre une guerre pendant des années, puis vouloir sincèrement être amis avec leurs anciens ennemis ? Le vieux guerrier regarda à nouveau la cantina. C'est alors que j'ai réalisé la vérité la plus terrifiante à propos des humains, qui était qu'ils ne nous avaient jamais vraiment considérés comme des ennemis. Ils considéraient la guerre comme une incompréhension entre des amis potentiels. Valara regarda son enregistreur. Mais comment est-ce possible ? Krexu rencontra son regard. C'est ce que j'essaye de comprendre depuis 50 ans, et la réponse est plus effrayante que tout ce qui s'est passé pendant la guerre elle-même. La dernière boisson de Krexu était devant lui, mais il ne l'avait pas touchée.
La cantina était maintenant bondée d'extraterrestres debout à l'arrière, car toutes les places étaient occupées. La nouvelle de l'histoire du vieux vétéran de Zelani s'était répandue dans toute la station Kepler 7. Valara regarda son enregistreur, vérifiant le niveau de la batterie. « Vous avez dit que le traité de paix avait été signé il y a 50 ans. La guerre est finie depuis un demi-siècle. Pourquoi avez-vous encore des cauchemars ?» L'ancien guerrier resta longtemps silencieux. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. « Parce que la fin de la guerre n'était que le début de notre éducation sur les humains. » « Qu'entendez-vous par là ? Je suis retourné sur Veltar Prime, dans l'attente de reconstruire notre monde et d'oublier les humains. Je voulais épouser Silara, fonder une famille et vivre une vie de Zelani normale. Les doigts cybernétiques de Krexu frappaient sur la table. Au lieu de cela, j'ai découvert que les humains avaient déjà commencé à aider aux efforts de reconstruction. Ils étaient sur notre planète natale, des centaines d'entre eux, ingénieurs, médecins, enseignants, scientifiques, tous volontaires, avaient demandé à aider à reconstruire la société de Zelani. La voix du vétéran devint plus tendue. Tony Garcia, le médecin qui m'avait sauvé la vie, travaillait à l'hôpital principal de notre capitale. Quand je suis allé y être soigné pour mes blessures de guerre, il m'a immédiatement reconnu. Comment a-t-il réagi en me voyant à nouveau ? Il a souri et s'est renseigné sur ma convalescence. Puis il m'a présenté sa nouvelle épouse, le docteur Linda Foster, qui aidait à créer une nouvelle école de médecine pour les étudiants de Zelani. Valara arrêta d'écrire. Il s'était marié après la guerre. Sa première famille avait été tuée lors de notre attaque initiale sur les colonies humaines. Mais au lieu de nous haïr, Garcia avait décidé de consacrer sa vie à s'assurer que personne d'autre ne perdait de membres de sa famille à cause de la guerre. La voix de Krexu se brisa légèrement. Garcia a demandé si je voulais rencontrer sa nouvelle fille, une petite humaine nommée Amy, peut-être âgée de 4 ans. Qu'avez-vous fait ? J'étais terrifié. Cet homme m'avait sauvé la vie malgré la perte de sa famille à cause de mon peuple. Maintenant, il voulait que je rencontre son nouveau bébé. Le vieux guerrier hésita. Amy courut vers moi, sans crainte. Elle jouait avec les enfants de Zelani et parlait notre langue parfaitement. Elle m'a appelé « Oncle Cré » et m'a demandé si je voulais voir ses dessins. Des dessins. Des dessins d'humains et de Zelani jouant ensemble. Dans son esprit de 4 ans, il n'y avait aucune différence entre les espèces. Nous étions tous juste des gens. Krexu prit finalement sa boisson, mais ne la prit pas. C'est alors que j'ai compris la véritable horreur de ce que les humains nous avaient fait. Une horreur. Il nous avait rendu impossible de les haïr. Même ceux d'entre nous qui voulaient rester amers et en colère ne pouvaient pas le faire face à leur amitié sincère. Le vétéran regarda autour de la cantina. Célar et moi nous sommes mariés 6 mois après mon retour. La cérémonie de mariage a été assistée par 12 humains, dont Garcia et sa famille. Cela devait être étrange. Le docteur Sam Carter, qui avait soigné Silara pendant la guerre, l'a conduite le long du chemin cérémoniel, car son père était mort au combat. Garcia a prononcé un discours en Zelensky parfait sur l'importance de l'amour pour survivre aux moments difficiles. La voix de Kraz devint interrogative. Carter avait passé des mois à apprendre la tradition des mariages de Zelani pour pouvoir jouer correctement le rôle du père de Silara. Il connaissait les paroles cérémonielles que j'avais oubliées. D'autres Zelani ont-ils accepté la présence humaine ? C'était la partie la plus troublante. En 2 ans, la coopération humano-Zelala est devenue totalement normale. Les ingénieurs humains ont travaillé aux côtés des bâtisseurs Zelani. Les scientifiques humains ont collaboré avec les chercheurs de Zelani. Les enseignants humains ont appris des philosophes Zelani. L'ancien guerrier secoua la tête. Ma fille Zara est née 3 ans après la fin de la guerre. Elle a grandi en jouant avec des enfants humains dont les familles avaient déménagé à Veltar Prime. Comment cela l'a-t-il affectée ? Elle a appris à parler le standard humain avant de maîtriser le Zelensky formel. Sa meilleure amie était une fille humaine nommée Rachel Kim, dont les parents étaient tous 2 chercheurs étudiant les mathématiques Zelala. La voix de Krexu devint douce. Quand Zara avait 7 ans, elle m'a demandé pourquoi les adultes parlaient de la guerre comme si c'était quelque chose de terrifiant.
Pour elle, les humains étaient juste des amis qui avaient l'air différents. Que lui avez-vous dit? J'ai essayé de lui expliquer les combats, la destruction, les morts. Elle a écouté très attentivement, puis a demandé pourquoi tout le monde était si en colère contre ses amis. Le vétéran resta un instant silencieux. Je n'avais pas de réponse. Comment expliquez-vous la haine entre espèces à un enfant qui ne l'a jamais vue? Où se trouve votre fille maintenant? Elle étudie la littérature humaine à l'université de New Genève. Sa thèse de doctorat porte sur les similitudes entre les traditions narratives zélani et humaines. Krexou prit finalement une gorgée de sa boisson. Le mois dernier, elle m'a envoyé un message disant qu'elle s'était fiancée à un étudiant diplômé humain nommé Ben Cooper. Il prévoit de se marier l'année prochaine. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Fier? Confus? Terrifié? La voix de l'ancien guerrier était complexe. Ben est un bonhomme. Il étudie l'histoire de Zélani et parle notre langue couramment. Il traite Zara avec respect et gentillesse. Mais il est le petit-fils d'Emma Cooper, qui commandait un destroyer humain pendant la guerre. Emma Cooper a coulé 3 navires de Zélani, dont un transportant mon cousin Veltor. Valara leva les yeux de ses notes. Vous allez avoir des liens familiaux avec quelqu'un qui a tué votre parent. C'est le cauchemar avec lequel je vis chaque jour. Les humains ont rendu impossible le maintien d'une haine appropriée. Krexou regarda directement Valara. Emma Cooper a assisté aux funérailles de Veltor. Elle a déposé des fleurs sur sa tombe et a parlé du gaspillage de la guerre. Elle a dit qu'elle regrettait chaque mort qu'elle avait causée, même si elle avait défendu son peuple. Cela a-t-il aidé? Cela a tout aggravé. Comment pouvez-vous haïr quelqu'un qui pleure les morts de vos proches? L'ancien guerrier fit un geste vers l'écran mural de la cantina, où des reportages montraient des navires humains arrivant dans divers systèmes stellaires. Regardez-les maintenant. 50 ans après la guerre, les humains continuent de s'étendre dans la galaxie. Mais pas par la conquête. Comment? Ensuite, ils demandent la permission. Ils négocient avec les gouvernements locaux. Ils offrent la technologie et l'assistance en échange de droits d'établissement. La voix de Krextu devint plus sombre. Pire que cela, ils invitent d'autres espèces à se joindre à leurs expéditions. En ce moment, il existe des équipages mixtes d'humains, de Zélani, d'Alariens et de Centuriens, explorant la galaxie ensemble. Cela semble positif, c'est terrifiant. La voix du vétéran était tranchante. Le capitaine Nina Parker commande un navire d'exploration spatiale profonde avec un équipage comprenant d'anciens officiers militaires de Zélani. L'enseigne Tim Cruise travaille aux côtés d'extraterrestres qui l'ont tiré sur lui il y a 50 ans. Pourquoi cela vous effraie-t-il? Parce que cela signifie que les humains ont réussi leur plan le plus dangereux. Farr se pencha en avant. Quel plan? Créer une grande communauté galactique où les différences entre les espèces ne comptent pas? Krexou termina sa boisson d'un trait. Mon petit-fils fréquente une école intégrée sur Kepler 9. Ses camarades de classe comprennent des humains, des Zélani, des lézards végétariens et des centrifugeuses respirant du gaz. Ils jouent ensemble, étudient ensemble et se considèrent comme des enfants. Et ce n'est pas bien. Cela signifie que la génération suivante ne comprendra jamais pourquoi nous avons mené la guerre. Ils verront la haine entre les espèces comme une stupidité ancienne pratiquée par des ancêtres primitifs. L'ancien guerrier se leva lentement, sa jambe cybernétique grinçant doucement. C'était la victoire humaine ultime. Ils avaient rendu la guerre entre espèces intelligentes impossible, voire ridicule. Vous semblez penser que c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, dit Krexu, la voix fatiguée. Je sais seulement qu'il est terrifiant de voir sa propre vision du monde devenir obsolète. Velera éteignit son enregistreur. Une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière et changer l'issue de la guerre, le feriez-vous? Krexu resta silencieux un long moment. La cantine, redevenue silencieuse, attendait sa réponse. Non, dit-il enfin. Je ne le changerai pas. Pourquoi pas? Parce que ma fille est heureuse. Mon petit-fils grandira dans une galaxie où différentes espèces travaillent ensemble au lieu de se battre. Parce que la fille de Tony Garcia, Amy, est désormais la docteure Amy Garcia, et qu'elle enseigne la médecine à des étudiants de 12 mondes différents. Le vieil guerrier regarda une dernière fois la cantine.
Parce que j'ai appris que d'être vaincu par ses ennemis est terrible, mais qu'être aimé par eux est d'une certaine façon pire. Pire comment? Parce que cela vous oblige à devenir une meilleure personne que vous ne rêviez jamais de devenir. Krexou s'éloigna lentement de la cantine, sa jambe cybernétique cliquetant sur le sol métallique. À la porte, il se retourna pour s'adresser à la salle pleine d'extraterrestres. Voilà pourquoi les humains me terrifient. Non pas qu'ils soient des monstres, mais parce qu'ils rendent impossible que quiconque d'autre soit un monstre. Il quitta la cantine, disparaissant dans les couloirs bondés de la station Kepler 7. Les extraterrestres restèrent silencieux, chacun perdu dans ses propres réflexions sur ce qu'ils avaient entendu. Bellara regarda son enregistreur, sachant qu'elle détenait une histoire qui changerait la compréhension de la galaxie sur la guerre humaine-Zélanie, mais elle n'était pas sûre que quiconque la croirait. Comment expliquer que la chose la plus terrifiante chez les humains soit leur capacité au pardon et à l'amitié? Comment faire comprendre que la conquête par la compassion est plus dévastatrice que la défaite par la force? Bellara rassembla ses notes et quitta la cantine, se demandant si la galaxie était prête à entendre la vérité sur ce qui s'était réellement passé il y a 50 ans et ce qui se passait encore chaque jour, alors que les humains continuaient à répandre leur étrange philosophie de coopération à travers les étoiles. Devant la cantine, elle vit des vaisseaux humains accostés à la station, leurs équipages travaillant aux côtés d'extraterrestres de dizaines de mondes différents. Une banale journée dans la galaxie, aidée par les humains.